Aujourd'hui, je reçois Pierre-Antoine Donnet dans le cadre de sa préface du livre Quand la Chine vous espionne d'Alex Josque, qui sort aujourd'hui d'ailleurs aux éditions Saint-Simon. Alors bonjour Pierre-Antoine Donnet, donc vous êtes Bonjour. ancien journaliste à l'AFP, spécialiste de la Chine, vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages sur la Chine et ce livre que vous avez préfacé donc nous présente les coulisses des renseignements chinois. Alors on y parle agent double, agent triple même parfois, société écran, opérations d'infiltration, d'influence à grande échelle. Enfin, on va en parler. Alors, ma première question, pourquoi avoir choisi de préfacer un livre sur les renseignements chinois? Écoutez, la raison, elle est très simple. C'est que on a l'habitude de parler du renseignement américain et de l'espionnage américain qui, c'est vrai, est considérable. Euh, Dans ce monde, tout le monde espionne tout le monde. Il ne faut pas jouer de l'angélisme. Mais ce qui se passe maintenant depuis plusieurs années, c'est que l'espionnage chinois prend une dimension absolument considérable. Et derrière cet espionnage, en fait, se joue un peu le sort de notre démocratie. Et je trouve que ce livre explique avec beaucoup de détails ce qui se passe à travers le monde et à quel point ça interpelle et ça nous amène, nous tous, à nous prononcer sur cet environnement. Alors c'est vrai qu'en le lisant, on a vraiment l'impression que les espions chinois sont partout, jusqu'aux plus hautes instances politiques de grandes puissances comme les États-Unis évidemment, et ils font toujours ça sous couverture. Alors les couvertures sont multiples, associations, think tanks et bien d'autres, des ONG aussi, et tout ça donc conduit à des opérations d'influence, d'infiltration. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les méthodes du MSE, donc le ministère de la Sûreté d'État, qui est donc l'organe principal des services secrets chinois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son mode opératoire, ses objectifs passés et ses objectifs actuels? Alors, d'abord, je voudrais bien cadrer en fait les forces en présence. En France, la DGSE, c'est-à-dire la Direction générale de surveillance pour l'étranger, c'est-à-dire le contre-espionnage, réunit à peu près 7000 personnes. 7000 personnes qui sont, dont le métier est euh, de surveiller ce qui se passe à l'étranger, également de faire du renseignement. Voilà. En face, le ministère de la Sécurité d'État chinois, lui, en a 200 000. Donc, on a de côté 7000 et de l'autre côté 7000 personnes. Donc, c'est pour vous dire le différentiel, le delta entre d'un côté ce dont la France dispose et de l'autre ce dont la Chine dispose. Alors maintenant, comment la Chine opère? Ben, écoutez, c'est très simple. Il y a plusieurs objectifs prioritaires, dont le premier, bien sûr, est de faire du renseignement à l'étranger, essentiellement dans les pays qui sont les principaux partenaires de la Chine. Et là, le renseignement, il est multiple, c'est-à-dire c'est euh, procéder à du pillage des technologies étrangères, dont la Chine ne possède pas encore ce degré de sophistication. Ce pillage technologique, en fait, c'est sous certains aspects carrément du vol, c'est-à-dire que euh, il y a d'un côté les transferts de technologies que l'Occident veut bien consentir à la Chine en échange d'avantages commerciaux. Ça, c'est une chose qui a permis à l'industrie chinoise de se perfectionner à très grande vitesse, mais de l'autre, il y a tout ce qui est pillage et donc qui est multiforme. Alors, les trains à grande vitesse, le nucléaire civil, l'automobile et tous ces secteurs. Ça, c'est un point. Le deuxième point, il est, je dirais, beaucoup plus pervers parce qu'en fait, il cherche à utiliser d'un côté la politique de sourire et de l'autre la crainte et parfois la peur. C'est-à-dire que le but ultime est de pénétrer les opinions mondiales, principalement occidentales, et d'en arriver à pouvoir retourner l'opinion. Et retourner l'opinion, ça permet, si vous voulez, de d'abord faire en sorte que l'opinion de ces pays soit favorable à la Chine, que donc elle est prête à avaler un certain nombre de couleuvres, et aussi retourner également les organes dirigeants de ces pays.
Alors, c'est valable aux États-Unis, comme l'Australie, comme le Japon et comme la France. Alors justement, oui, à ce propos, vous dites que pendant de nombreuses années, nous les Occidentaux, on se serait fait berner, pour reprendre vos mots, hein, on se serait fait berner par la Chine parce qu'elle nous aurait fait miroiter donc qu'elle adopterait un jour la démocratie, chose complètement incompatible avec leur régime. Aujourd'hui, est-ce qu'on a véritablement tiré des leçons de tout ça? Est-ce qu'on est plus armé aujourd'hui face aux renseignements chinois que jadis? Mon avis, c'est qu'on commence tout juste à réaliser l'ampleur de la menace. La crédulité, la naïveté occidentale a été, mais incommensurable, tragique, navrante, consternante. Ça vaut pour la France. En France, aujourd'hui encore, il y a, jusqu'à un certain point, une sorte de naïveté à l'égard de la Chine. Même parmi les cercles dirigeants, il reste chez nous des responsables politiques qui s'imaginent, et vraiment à tort, qu'ils sont en capacité de pouvoir faire en sorte de transformer la Chine en une démocratie. C'est illusoire, totalement illusoire. C'est un écran de fumée, un enfumage dans lequel certains de nos dirigeants tombent encore. Alors bon, je dis que ça commence à changer. C'est vrai que peu à peu le vent tourne, mais il était grand temps, vous savez. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Si Joe Biden n'avait pas été élu aux États-Unis, n'était pas aujourd'hui à la Maison Blanche, si ça avait été Donald Trump, eh bien c'est très simple. La voie était ouverte pour la Chine de prendre le contrôle du monde. Vous savez, ça peut vous paraître très fort, mais à vrai dire, euh, les dirigeants chinois ont, jusqu'à un certain point, annoncé eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Les dictateurs, il faut les croire. Souvent, les dictateurs, ils ont un agenda dont ils parlent. C'était le cas pour Vladimir Poutine et c'est un peu moins le cas, mais quand même, pour le dictateur chinois qui est Xi Jinping. Et alors justement, quel est-il cet agenda aujourd'hui? Vous savez, certains des dirigeants mondiaux ont dit ce qu'ils pensent et l'ont dit sans détour. La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, avant de partir pour accompagner notre président Emmanuel Macron en visite d'État en Chine, elle avait mis les choses au point. Elle avait dit devant les caméras, nous savons que le dessein de la Chine est de modifier, de changer l'ordre mondial pour en devenir le centre. Voilà résumé quels sont les objectifs du Parti communiste chinois aujourd'hui. Et alors pour revenir à une actualité un peu plus récente, vous parlez dans un article justement assez récent d'une atmosphère politique délétère à Pékin, que le pouvoir vacillerait un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des signes ou des spéculations qui pourraient faire penser à un éventuel changement de cap politique en Chine? Alors je n'irai pas jusque-là. Quand j'ai parlé d'atmosphère délétère, elle est effectivement délétère parce qu'il y a eu toute une série de signes extrêmement troublants, très étonnants et très inhabituels au sommet du régime chinois. Alors ils sont longs à énumérer, mais euh, si vous voulez, la grande question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce que Xi Jinping a rempli son contrat, en quelque sorte le mandat du ciel, parce que il se présente comme étant lui maintenant le nouvel empereur rouge, qui est en fait l'héritier de tous les empereurs passés, une sorte de légitimation de son pouvoir. Mais il contrôle tout, il a tous les pouvoirs, et à tel point qu'il a fait quand même une série d'erreurs qui, comment dirais-je, sont bien connues de ceux qui sont à la tête du Parti communiste chinois. Ce ne sont pas des idiots, loin de là. Donc, constatant ces erreurs, ils lui ont adressé une série de critiques, et notamment la principale étant sa gestion du Covid-19, qui a plongé la Chine pendant 3 ans dans un marasme économique jamais vu depuis plus de 4 décennies. Et alors, toujours pour parler d'actualité fraîche, je voudrais parler de Taïwan, évidemment, qui est un sujet dont il est un petit peu question dans le livre et qui fait pas mal l'actualité en ce moment. On est sur une actualité assez chaude. Je voudrais simplement en fait avoir votre analyse à la lumière de ce qui se passe en ce moment là-bas. C'est vrai qu'on a des incursions qui se multiplient dans l'espace aérien taïwanais.
Qu'est-ce que tout ça, ça dit? Est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse là-dessus? Alors, voilà, d'abord pour, comment dirais-je, expliquer la réalité d'aujourd'hui, il faut dire une chose simple, c'est que le Parti communiste chinois avait et n'a plus tellement comme seule légitimité d'apporter à la population chinoise la prospérité. Avec la crise économique que la Chine traverse aujourd'hui, cette légitimité s'efface quelque peu. L'autre légitimité dont elle rêve, et en particulier son maître qui est Xi Jinping, c'est de récupérer Taïwan et de réunifier, entre guillemets, Taïwan, un terme impropre, vu que les communistes n'ont jamais administré l'île de Taïwan, qui est un régime proprement démocratique et exemplaire en Asie. Alors les menaces sont là, elles existent depuis longtemps, depuis, à vrai dire, depuis 1949, qui est la date d'arrivée au pouvoir des communistes à Pékin, mais elles s'accentuent au fur et à mesure des années qui passent et elles se sont vraiment aiguisées depuis 2 ans. Ce qui laisse planer la menace un jour d'un conflit, c'est-à-dire est-ce que Xi Jinping, qui est aussi président de la commission militaire centrale, outre le fait qu'il est président de la République populaire de Chine et qu'il est aussi secrétaire général du Parti communiste chinois, la question se pose, est-ce qu'un jour, si les difficultés s'accentuaient, si Xi Jinping se trouvait en difficulté dans son parti, donc le pied, comment dirais-je, le dos au mur, est-ce qu'il en arriverait à une décision irrationnelle qui serait de lancer l'armée chinoise à l'assaut de Taïwan? Alors le risque est là, on ne peut jamais l'exclure. À vrai dire, il grossit, il grandit avec les mois qui passent. Maintenant, il faut garder la tête froide. Il ne faut pas non plus verser dans le complotisme ou, à vrai dire, la terreur, qui est en fait la technique utilisée par la Chine pour essayer de gagner une guerre sans livrer combat. Je pense que non, Xi Jinping est quelqu'un quand même de rationnel, hein, de calme, il l'était jusqu'à maintenant, à la différence de Vladimir Poutine. C'est vraiment le point saillant entre les deux hommes qui sont tous les deux des dictateurs. Je ne pense pas que Xi Jinping en arrive là. S'il en arrivait là aujourd'hui, je peux vous dire une chose simple, c'est qu'il y a de très fortes chances que l'armée populaire de libération chinoise perde cette guerre. Et là, les conséquences seraient terribles pour le régime chinois en place à Pékin. Pour quelles raisons elle pourrait perdre cette guerre? Ben, tout simplement parce que l'équilibre des forces n'est pas en faveur de l'armée populaire de libération. Ceci pour plusieurs raisons. Un, pour parler de Taïwan, ça fait maintenant plus de 70 ans que Taïwan observe la Chine. Ils ont eu le temps de se préparer. Ils disposent d'une armée qui est certes en nombre très très inférieure à l'armée de la Chine continentale, certes. Mais sur le plan technologique, ils ont fait de grands progrès, en particulier du fait de l'aide apportée par les États-Unis. Deux, le président américain Joe Biden a dit à 4 fois, pas une seule fois, mais 4 fois. Donc, ce n'est pas une erreur de langage ou un lapsus d'un homme qui a 80 ans. Non, non, ça révèle le fond de sa pensée et aussi d'état-major de l'armée américaine qu'en cas de conflit, les États-Unis défendraient Taïwan. Il ne va pas dire sous quelle forme, évidemment. Devant un adversaire, on ne va pas livrer à l'avance ce qu'on a pour parer au terrible, à une situation qui serait terrible. 3, les États-Unis et Taïwan ne sont plus tout seuls. Parce que du fait de l'arrogance de la Chine depuis quelques années, qui elle aussi grandit, eh bien, ma foi, les pays voisins de la Chine, eux aussi, comprennent ce qu'est la menace chinoise d'aujourd'hui, en particulier le Japon. Le Japon, lui aussi, réarme à très grande vitesse et a dit à plusieurs reprises qu'en cas de conflit, il serait là aussi. Bien, en tout cas, je pense que on va continuer à suivre de près ce sujet sur cette chaîne et en parler. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet pour votre temps, vos réponses. Donc, je le rappelle, vous êtes ancien journaliste à l'AFP, spécialiste de la Chine, et donc vous avez préfacé le livre Quand la Chine vous espionne d'Alex Josque aux éditions Saint-Simon. Encore merci pour vos réponses et merci à vous qui nous avez regardé d'avoir suivi cet entretien.